Là, vous m'entendez pas? D'accord. Ah. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'impérialisme aujourd'hui, reconfiguration. Là, c'est mieux. Reconfiguration économique et militaire entre pays de l'OTAN, la Russie, la Chine et les pays émergents. Il y en a plein. Bon, alors, Katia et moi, c'est la coprésidence. Julien, il est d'Agen. Katia de Paris. Flores de Paris. Daniel de Bordeaux. Et nous attendons, si il va mieux, Aurélien du 92. Et Mathis, il nous fera une conclusion sur ce qui se passe au Bangladesh. Une conclusion rapide. Parce qu'il y a un topo spécial là-dessus. Avec Marcello et Mathis qui ont suivi le sujet. Vous allez peut-être regarder sur le site, il y a des tas d'articles. Très intéressant. Écoute, vas-y, Katia. Bonjour à tous également. Alors, à l'heure actuelle, la concurrence économique accrue entre les grandes puissances, malgré leur interpénétration économique sans précédent, tout comme les conflits armés ou le risque de généralisation qu'ils suggèrent, tout cela, ça nous conduit à nous interroger sur les reconfigurations actuelles de l'impérialisme et tenter d'approcher une compréhension des rapports entre les puissances capitalistes dans la lignée de Marx et de Lénine dont on se revendique, tout en intégrant les modifications propres à la période actuelle. Voilà l'objectif de cet atelier qu'on vient de présenter. Alors, dans la première partie du débat, on va essayer de revenir brièvement sur les reconfigurations interimpérialistes du passé lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'hégémonie américaine, l'irruption des peuples coloniaux, puis la division du monde en deux blocs, avec ce qu'on a appelé la guerre froide. Alors tout au long du 19e siècle, la concurrence des bourgeoisies des différents pays d'Europe, lancée à la conquête de nouveaux marchés et des colonies, conduit à la Première Guerre mondiale. C'est dans ce contexte qu'un économiste marxiste, social-démocrate, Hilferding, publia tout au début du XXe siècle son ouvrage « Le capital financier ». Un capitalisme monopoliste d'État, selon sa formulation. C'est ça, le capital financier. C'était l'analyse théorique de la première grande configuration des puissances capitalistes et l'un des ouvrages de référence dont va s'inspirer Lénine en 1916, en pleine guerre mondiale, lorsqu'il écrit « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », avec ses propres conclusions révolutionnaires à l'encontre aussi de l'aile réformiste de la social-démocratie. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs vont infliger le traité de Versailles à l'Allemagne, une des raisons, en plus de la menace d'une révolution prolétarienne, de la montée du nazisme et de la préparation à la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1943, autre période, les puissances alliées, pour éviter que la défaite des pays de l'Axe ne déclenche une révolution prolétarienne comme en Russie en 1917, ces puissances ont pratiqué une politique de terreur en bombardant les principaux centres ouvriers d'Allemagne, puis lancèrent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, comme on sait. Dans le camp impérialiste, ce sont les États-Unis qui ont été les grands vainqueurs de tous ces événements, mais le nouvel ordre impérialiste, dessiné aux conférences de Yalta et de Téhéran entre Roosevelt, Churchill et Staline, a tout de même été secoué par les soulèvements des peuples coloniaux. Ce qui a conduit l'impérialisme américain à craindre que l'existence même de l'URSS puisse alimenter des brasiers de révolution coloniale, et ce qui a amené les États-Unis à déclencher ce qu'on a appelé donc la guerre froide et le partage du monde en deux blocs. Alors voilà, pour commencer, est-ce que, Daniel, par exemple, tu pourrais revenir sur cette première mutation du capitalisme en impérialisme, et en impérialisme avec un S concurrent, tout au début du XXe siècle. Et si tu peux essayer de faire ça en 3 minutes, c'est merveilleux. Oui, c'est très compliqué. En fait, 3 minutes, c'est impossible. En fait, moi je voudrais insister surtout sur la démarche de Lénine. Lénine, il reprend effectivement le terme d'Hilferding, et son intervention, le bouquin qu'il écrit, en fait, c'est essayer de justifier, de trouver les raisons qui ont fait que la Deuxième Internationale a fait faillite. En quoi son programme, comment dire, les différentes
causes de cette faillite, il va essayer de les trouver dans l'évolution justement du système capitaliste, en disant, bon, on est resté dans une démarche qui était celle de la bagarre contre le capitalisme libre concurrence. Bon, tout a foiré au dernier moment. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et il est amené, donc, en reprenant le bouquin d'Ilferding, mais aussi d'un économiste anglais qui s'appelle Hobson, à redéfinir ce qui avait bougé à cette période-là pour essayer justement de bâtir une nouvelle stratégie politique qui est celle qu'on a connue, hein, c'est-à-dire le défaitisme révolutionnaire pendant la guerre, et ensuite, après la guerre et au début de la 4e internationale, le programme de la 3e internationale. Voilà, alors je ne sais pas où j'en suis d'ailleurs, mais... voilà, alors, le processus qui a conduit à ces mutations du capitalisme, hein, que Lénine définit comme un saut qualitatif, c'est plus le même capitalisme qu'avant, il y a de nouvelles règles qui se traduisent par ces guerres interimpérialistes qui n'existaient pas auparavant, même s'il y a toujours eu des affrontements, mais c'est basé sur une évolution de tendance interne au capitalisme que Marx avait déjà décrite. C'est la concentration du capital qui conduit à la monopolisation, c'est la corruption de la classe ouvrière, de l'aristocratie ouvrière grâce aux miettes du pillage colonial. C'est aussi l'autonomisation d'une certaine manière de ce qu'on appelle le capital financier qui va naître en fait de la fusion à cause de la croissance des entreprises entre le capital bancaire, hein, qui finançait les entreprises, et puis le capital industriel. Donc tout ça, ça donne ce nouveau stade. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, bon, très difficile de rentrer dans le découpage des différentes étapes, hein, de cette période qui est importante, mais insister quand même sur un processus qui est sous-jacent à toutes ces évolutions de toutes ces périodes, c'est d'une certaine manière comment le capitalisme libre concurrence s'est transformé en impérialisme. Et là, il y a le rôle d'une crise profonde qui est celle d'une crise qui a touché le capitalisme de libre concurrence à la fin du 19e siècle. Elle dure relativement longtemps, plus de 20 ans, 1873-1895, à cause de la naissance face au capitalisme anglais, des capitalismes qui arrivent, en particulier le capitalisme allemand, le capitalisme français avant et les USA. Et tout ça, ça crée un blocage de l'économie, c'est-à-dire une récession qui dure donc plus de 20 ans et qui va se traduire par une nouvelle étape, les conquêtes coloniales qui vont construire les empires coloniaux. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Julien, tu veux sans doute rajouter quelque chose pour 3 minutes également. Oui, alors la conférence de Berlin de 1885 sur le partage de l'Afrique était le fruit de pays capitalistes européens à la recherche de matières premières à bas coût. Mais le développement capitaliste des pays signataires n'a pas été le même au cours des 2 décennies qui ont suivi. L'Allemagne, en particulier, a connu un important développement de son industrie, une accumulation considérable de capitaux qui ne pouvaient pas s'investir. Les rapports de force du partage de 1885 étaient donc périmés et il fallait un repartage du monde. Pas des ajustements à la marge, mais une reconfiguration globale que seule une guerre mondiale pouvait régler. Mais la Première Guerre mondiale n'a justement rien réglé, de ce point de vue, parce qu'elle n'a pas pu aller à son terme du fait de l'irruption du prolétariat. La révolution russe de 1917 a essaimé, atteignant l'Allemagne qui s'est couverte de conseils ouvriers et de soldats, contraignant la bourgeoisie allemande à interrompre la guerre impérialiste pour faire face à cette menace autrement plus sérieuse. Le traité de Versailles de 1919 n'a fait que conforter, en l'aggravant, le partage du monde qui prévalait avant la guerre. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce n'était donc que partie remise. Cela supposait, du côté allemand, en finir avec la menace ouvrière, ce pourquoi les nazis furent lancés à l'assaut du mouvement ouvrier avant d'être appelés au pouvoir. Cette victoire des nazis signifiait que la bourgeoisie allemande avait décidé de reprendre la guerre interrompue en 1918, et Trotsky a pu calculer que la guerre éclaterait en 1940 en basant ses calculs sur la vitesse de réarmement de l'Allemagne. On en reparlera tout à l'heure. Mais là encore, un grain de sable est venu enrayer la mécanique guerrière. En 1936, la classe ouvrière espagnole mettait en échec le coup d'État militaire de Franco, s'emparant des dépôts de munitions dans la plupart des villes. La même année, la France était paralysée par la grève générale avec occupation des usines. En 1937, à Barcelone, la classe ouvrière s'est insurgée contre la politique anti-ouvrière du gouvernement républicain qui a écrasé la révolte. En France, partis de gauche et syndicats se sont évertués à anesthésier la classe ouvrière. Les fameuses conquêtes de juin 1936
ont été balayées 2 ans plus tard, alors que les tentatives de mobilisation ont échoué. Donc les capitalistes étaient libres de reprendre leur querelle et ils n'avaient plus besoin de faire front face à la révolte ouvrière et la marche à la guerre a pu reprendre. Très bien. Moins de 3 minutes. Bon, vous êtes un peu revenu sur ce contexte-là de l'impérialisme tel qu'il se présente au moment de la Première Guerre mondiale et puis dans ses conséquences. Et maintenant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'idée ce serait de décrire les étapes de la décolonisation. Et donc voilà, la révolte des peuples coloniaux aussi qui en découle, dont on a parlé, et la façon dont à ce moment-là, le monde a été reconfiguré en 2 blocs avec ce qu'on a appelé encore une fois la guerre froide. Julien, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus maintenant ? Oui. Alors, le résultat de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que tout le monde a pu voir que les anciennes puissances coloniales pouvaient être vaincues, ou en tout cas tenues en échec. La France a été occupée par l'Allemagne, la Grande-Bretagne a été soumise au bombardement intense de la Wehrmacht. Quant au Japon, s'il a dans un premier temps occupé, évincé toutes les puissances occidentales d'Asie, il a finalement été vaincu par l'impérialisme américain. Alors, la voie était libre pour les nationalistes des pays colonisés, d'autant plus que la politique de l'internationale communiste avait complètement fait disparaître toute idée d'indépendance politique de la classe ouvrière, supposée n'être désormais que l'appendice des bourgeoisies indépendantistes. Alors, de l'Indonésie à l'Indochine, de l'Algérie au Cameroun, les peuples se sont soulevés pour chasser la puissance coloniale. Chassée d'Indochine puis d'Algérie, la France, sous la houlette de De Gaulle, a préféré prévenir en accordant une indépendance négociée avec des régimes qui sont restés très liés à l'impérialisme français. Pour juste donner une idée, songez que jusqu'à aujourd'hui, la monnaie de 15 pays d'Afrique de l'Ouest, c'est le franc CFA, monnaie qui a longtemps été adossée au franc et qui est aujourd'hui adossée à l'euro. Alors, la division du monde en 2 blocs qui a prévalu de 1947 à la fin des années 80 a tout de même largement modifié les relations entre les bourgeoisies de certains pays ex-colonisés et le camp impérialiste. Les bourgeoisies nationales pouvant jouer de la rivalité entre les 2 blocs. La conférence de Bandung en Indonésie en 1955 a même donné naissance à ce qu'on a appelé le groupe des pays dits non alignés, avec l'Inde, l'Indonésie, l'Égypte, la Chine et bien d'autres. Alors, il y a eu un cas un peu à part, c'est celui de Cuba. Le blocus décrété en 1962 par les gouvernements américains, un blocus, je rappelle, qui est toujours en vigueur, a abouti à la fourniture directe d'armes et de pétrole par l'URSS dans cette île qui est pourtant située sur la base arrière des États-Unis. Parce que s'il y a une chose que les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale ont vu respecter, c'est le fait qu'au sein de chacun des blocs, il y avait donc le bloc soviétique et le bloc dirigé par l'impérialisme américain, au sein de chacun des blocs, l'autre bloc n'intervenait jamais. Là, il y avait donc cette exception donc, de Cuba, qui s'est libéré de la dictature de Batista de manière totalement autonome, mais du fait du blocus et par le refus de l'impérialisme américain de collaborer avec le régime de Castro, il a dû se tourner vers l'URSS, qui est devenu son pourvoyeur de pétrole, pour l'essentiel, et de très peu de machines-outils contre le sucre. Parce que la seule denrée monnayable sur le marché international que pouvait produire Cuba, c'était la canne à sucre que la Russie achetait au prix fort, au prix du marché mondial. Alors comme on le voit, la reconfiguration qui est née de la Deuxième Guerre mondiale, avec 2 superpuissances dominant chacune son camp de manière écrasante, était instable par nature. Mais il fallait un événement cataclysmique, dont l'onde de choc serait l'équivalent de celui d'une guerre mondiale, pour modifier cette configuration. Et ça a été l'effondrement du bloc soviétique, qui n'a laissé en place qu'une seule superpuissance, les États-Unis. Alors, une période de paix relative, favorable aux affaires, a suivi. Elle a permis de connaître un développement réel de tous les pays pauvres, ainsi que l'émergence de puissances régionales, et enfin en tout cas d'États manifestant des velléités de devenir des puissances régionales. J'en reste là, je pense que ce sera une suite. Très bien, merci beaucoup. Daniel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Rapidement. Oui, moi je ne vais pas reprendre tout ce que nous a dit Julien, parce que
avec, hein, c'est la description de ce qui s'est passé. Je voudrais reprendre un peu dans le fil de ce que je disais précédemment, en discutant un terme qui est dans la présentation, dans l'introduction, c'est le fait de dire le nouvel ordre impérialiste a été bien plus que secoué par les soulèvements des peuples coloniaux. Moi, je crois que c'est bien plus que ça. Hein, c'est que le soulèvement des peuples coloniaux a été un des facteurs essentiels, justement, de la mutation du capitalisme à ce moment-là et du passage dans le stade qu'abordait Julien juste à la fin de son intro, c'est-à-dire le début de l'attaque, de l'offensive néolibérale et de la mondialisation de la période donc, qui a commencé en 80. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que alors qu'en Europe occidentale, on était dans les 30 glorieuses, en même temps se produisaient les révolutions coloniales, et ces révolutions coloniales allaient mettre bas, finalement, toute la structure, toute l'organisation du monde qui s'était établie précédemment et qui définissait, d'une certaine manière, l'impérialisme tel que le décrivait Lénine. Bon, ça s'est passé parce que les pays occidentaux, l'Angleterre, la France, étaient épuisés et qu'ils ont été incapables de s'opposer aux révolutions coloniales qui se sont développées de multiples façons à l'échelle de la planète et qui sont terminées à peu près avec la fin des 30 glorieuses, hein, c'est-à-dire la guerre du Vietnam s'achève un peu après, 75, etc., au moment où se déclenche une crise qui touche l'ensemble des pays européens et les États-Unis d'ailleurs, c'est-à-dire la crise des années 70, qui va permettre à la bourgeoisie, à cause du chômage qui va se développer, avec l'offensive de Thatcher en Angleterre, de Reagan, puis en France de Mitterrand-Mauroy, de lancer une offensive contre la classe ouvrière, tout en profitant du fait que les empires coloniaux étaient démolis pour pouvoir investir partout. Hein. Les barrières érigées par les précarés impérialistes ont disparu, dont le capital peut s'investir partout dans le monde, librement, entre guillemets, sur un monde qui est d'abord celui du bloc occidental, mais qui va s'étendre ensuite, après la chute de l'URSS et l'effondrement des pays du glacis soviétique, à l'ensemble de la planète, et c'est le début, ce que disait Julien, hein, le début de tout ça. Mais moi j'insiste sur cette idée que les révoltes coloniales, la révolution coloniale, cette phase-là, ça marque la fin en fait, d'une structure du monde qui ne sera plus la même après, et donc qui pose la question de savoir comment a évolué la nature du capitalisme, si on est toujours dans l'impérialisme avec une nuance, ou si on peut définir autre chose. Je rappelle au passage, je suis un peu long, que Mandel écrivait en 1972, je crois, un bouquin qui s'appelle « Le troisième âge du capitalisme », et dans lequel il faisait une analyse de toute la période qui s'était écoulée, de toutes les transformations qu'il y avait eu pendant la période des 30 glorieuses, justement. Continue, voilà. On en arrive à une deuxième partie, à partir de 91, donc qu'est-ce qui s'est passé après la chute de l'URSS. Alors, comme dirait Daniel, peut-être on est dans le 4e âge du capitalisme. Hein. C'est Mandel qui dirait ça, peut-être. Alors, dans cette deuxième partie, quelle est la situation donc depuis 91 ? La fin de l'URSS, amorcée en 89 et achevée en 91, a profondément bouleversé l'ordre mondial. Les pays européens qui faisaient partie du glacis soviétique ont globalement rejoint le giron des principales puissances européennes. Dans le même temps, l'économie mondiale s'est réorganisée profondément. La mondialisation de l'économie, qui était déjà largement amorcée par la division internationale du travail dès la fin du XIXe siècle, a été poussée à son paroxysme. Comme depuis les débuts du capitalisme, la fabrication d'un objet dépend de plusieurs ateliers spécialisés, à ceci près que les ateliers sont désormais répartis dans le monde entier. La transformation a été spectaculaire. Les mers se sont couvertes de gigantesques porte-containers. Les routes ont été envahies de camions de plus en plus énormes. Hein, on voit ça à la télé, voilà. La Chine, un pays jusque-là extrêmement pauvre et arriéré, a connu un développement spectaculaire dans le cadre de partenariats industriels occidentaux. Les capitaux ont afflué. La Chine est devenue et est encore la fabrique du monde, mais monte en gamme dans les hautes technologies, ce qui lui permet d'afficher des ambitions menaçant l'hégémonie de l'impérialisme américain. Alors sur la Chine, notre camarade Aurélien, qui est malade ce matin,
donc on ne va pas en parler dans ce débat, mais il consacre dans les jours qui viennent un débat entier sur la Chine. Hein, et je pense que vous pourrez y aller. Tous les pays ont connu des transformations spectaculaires, ce qui a entraîné l'émergence de puissances régionales se chargeant elles-mêmes de faire régner un bout de l'ordre mondial. Alors on pense à la Turquie, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, sans oublier l'Inde, sans oublier aussi les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Kenya sur le continent africain, et en Afrique du Nord aussi. Donc tout d'abord, quelles conséquences politiques de la fin de l'URSS? Alors ensuite, sur la Chine, bon, on n'en parlera pas ce matin. Et une autre question, ça sera qu'en est-il de la nouvelle mondialisation économique du capitalisme? Alors tout d'abord, quelles conséquences politiques de la fin de l'URSS? Julien, tu dis quelques mots là-dessus? Donc la fin de l'URSS, ça n'a pas été la fin de l'histoire, hein, contrairement à ce qu'a dit un économiste américain. En revanche, ça a laissé donc une seule superpuissance, les États-Unis, hein, ayant le leadership de partout. Ça a donné des envies donc à d'autres puissances moins importantes, hein, de progresser, hein, de prendre un petit peu en charge l'ordre régional. C'est le cas de la Turquie, c'est le cas de l'Iran, c'est le cas, bon, bien sûr, d'Israël, puisque c'est le bras avancé, hein, de l'impérialisme dans le Proche-Orient. Hein, mais un certain nombre de pays ont pris un peu d'autonomie, hein, par rapport donc aux principales puissances impérialistes qui restent, hein, donc les États-Unis et les pays européens. Alors, et le Japon. Alors, dans ce contexte-là, la mondialisation de l'économie a engendré, des bouleversements, on en reparlera tout à l'heure, des bouleversements sociaux. Hein. La course à la baisse des coûts a engendré des révoltes populaires qui se sont manifestées au cours des 15 dernières années, hein, depuis le printemps arabe jusqu'à aujourd'hui, au Sri Lanka il y a quelques années, ou donc au Bangladesh en ce moment, hein, vous avez eu des révoltes populaires en réponse justement à la surexploitation, hein, qu'a engendré l'hégémonie capitaliste dans l'ensemble du monde, et cette mondialisation rendue possible, hein, par l'effondrement du bloc soviétique. Donc voilà, c'est une des conséquences, hein, qu'a eu cet effondrement. L'autre conséquence, c'est bien sûr le retour dans le giron occidental, des pays occidentaux, de tout ce qui était l'Europe de l'Est, hein, dont plusieurs pays, mais enfin essentiellement l'Allemagne et aussi la France, hein, ont profité en faisant de pays comme la Roumanie, la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie ou la Slovaquie, etc., hein, leur base arrière industrielle, hein, et dans les pays, dans le fonctionnement économique de l'Europe, hein, il y a en quelque sorte exportation. Pensez, hein, à l'usine Dacia de Renault en Roumanie, qui permet d'abaisser les coûts, de fabriquer des voitures à coût réduit, etc., etc. Donc il y a eu cette intégration, hein, des pays de l'ancien glacis soviétique, hein, dans l'économie capitaliste mondiale. Donc voilà, parmi les conséquences à la fois politiques en quelque sorte, hein, qui nous impactent directement par les révoltes populaires, hein, et au niveau économique. Ouais, mais moi je repartirai de là pour donner une image un peu de ce qu'a été la libération, entre guillemets, hein, l'indépendance des pays d'Europe de l'Est pour les pays, pour les grandes puissances occidentales. Là, tout d'abord, très vite après l'effondrement de l'URSS, il y a toute une série de pays qui se sont retrouvés intégrés directement à l'Union européenne. Je pense à la Pologne, etc. Ça monte jusqu'à l'Estonie, etc. Ce qui reste, en fait, c'est l'ancienne Yougoslavie, qui va connaître une guerre très importante, hein, dans laquelle l'OTAN va jouer un rôle quand même assez considérable. Il y a des centaines, enfin, il y a des dizaines, plus de 180 000 morts, je crois, dans la première guerre de Yougoslavie, pour faire éclater justement cette puissance qui était un peu indépendante à ce moment-là, et l'intégrer d'une certaine manière, au moins par petits bouts, aux pays occidentaux, c'est-à-dire aux pays de l'OTAN, hein, qui sont toujours regroupés dans l'OTAN. Alors, OTAN, je le rappelle, qui avait été construit
à l'époque de la guerre froide pour contrebalancer les menaces venues de l'Est, et qui va continuer à exister après, et qui va servir, qui continue à servir, de mon point de vue, de bras armé au capitalisme occidental pour maintenir en place l'hégémonie, si possible, des États-Unis dans un monde qui est en train de muter à toute vitesse. Alors, on avait fait sur Bordeaux un topo sur l'Union européenne, justement, au moment de je ne sais plus quelle campagne européenne, je crois que c'était en 2019, s'il y en a eu une à ce moment-là, je ne me rappelle plus très bien, mais j'avais pointé, par exemple, les investissements des pays occidentaux en Pologne, donc c'était au début, en 2019 à peu près, les capitaux étrangers détiennent 61,6% des entreprises polonaises de commerce, 53% de l'industrie manufacturière et 49,7% de celle de l'information et de la communication. Il y a les taux de profit, les retours sur investissement étaient de l'ordre de 10,6% des taux de profit. Et les principaux pays qui investissaient en Pologne à ce moment-là, c'était les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, la France. Donc c'est pour dire un peu le type de relation qui s'est installé au début de l'Europe et qui continue bien évidemment là-dessus. Et ça explique aussi la situation en Ukraine d'une certaine manière. L'Ukraine et puis d'autres pays sont restés à l'écart de ça parce que tout simplement l'Ukraine, c'est un pays qui a été intégré, qui faisait partie de l'Union de l'URSS. C'était un pays qui était... C'était pas un pays du glacis, elle était intégrée dedans. Et après l'indépendance, elle a gardé des liens économiques avec la Russie. Et bien évidemment, il y a une espèce de concurrence qui s'est établie à ce moment-là entre les pays occidentaux qui cherchent et qui ont cherché et qui ont investi. Monsanto essaie d'acheter des champs entiers pour planter du maïs et vendre sa camelote en Ukraine depuis bien avant 2014 et bien avant 2022. Donc ce conflit-là, il est sous-jacent et il est le résultat de cette avancée du capitalisme occidental dans les pays qui se libèrent à l'échelle de la planète, tout simplement pour faire du profit, exploiter des classes ouvrières qui sont formées, Dacia, etc., et qui vont rentrer dans le cadre de la mondialisation et de la mise en concurrence du prolétariat, en particulier de l'Europe de l'Ouest, avec les pays plus pauvres et avec des classes ouvrières beaucoup moins chères à exploiter. Maintenant, sur cette partie, dernier sujet sur l'aspect économique, les mutations économiques de la mondialisation. Je pense que Julien est un peu... voilà. Il y a quelques années, la publicité de Renault présentait le groupe comme concepteur d'automobiles, pas fabricant. Alors, il y a toujours des usines Renault en France. Mais quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, on apprenait que c'est en Ukraine que se trouvaient les usines productrices des câbles qui servaient à fabriquer les faisceaux électriques des voitures. Dans la même veine, le blocage en 2021 du canal de Suez par un gros porte-conteneurs, les Verts a ralenti le commerce mondial et donc l'approvisionnement des industries. Aujourd'hui, la menace que font peser les Houthis sur les navires transitant par la mer Rouge contraignent les constructeurs à utiliser des chemins plus longs qui ralentissent leur approvisionnement et surtout en augmentent le coût. Alors tout cela se traduit dans les usines automobiles par exemple par des fermetures provisoires de chaînes, du chômage partiel. Et c'est à l'occasion de ces ratés de la grande chaîne mondiale que le grand public peut découvrir où sont produites les pièces de leur voiture. Alors il y a quelques années, alors que le mythe du Made in France occupait les discours des responsables syndicaux français, Sarkozy se permettait d'ironiser sur le fait que les voitures produites par l'usine Toyota de Valenciennes étaient les plus françaises, alors que la fabrication d'une Kangoo ou d'une 308, dans leur fabrication, il y a bien des pièces qui sont fabriquées dans des endroits très différents, avant d'être assemblées à Maubeuge pour la première, à Mulhouse pour la seconde. Alors une voiture neuve a ainsi, en tout cas sous une forme éclatée, déjà parcouru des dizaines de milliers de kilomètres cumulés avant d'être vendue. Alors ce qui est vrai de l'industrie automobile est aussi de l'aéronautique. Alors concernant les Airbus, les fuselages et cabines sont produits à Toulouse, à Saint-Nazaire, à Méholt, à Hambourg, à Brême et à Buxtehude. Les ailes et les mâts de liaison des moteurs sont produits à Filton, Toulouse, Saint-Éloi, Brême et Wichita. L'empennage et le fusage arrière à Getafe, Illescas, je ne sais pas comment ça se prononce, une ville espagnole, Getafe probablement, Illescas, Puerto Real, Stade, Hambourg et Harbin.
La structure et les procédés industriels se font à Nantes. Alors, vous voyez bien que, comme l'a dit Flores dans son introduction, des pièces énormes doivent être transportées du site de production vers le lieu d'assemblage, ce qui constitue bien sûr un défi logistique. Alors ici, dans un environnement très proche, il y a plusieurs routes qui ont été refaites avec d'immenses parkings de stockage pour permettre le passage des convois qui circulent à des heures où tout autre trafic est interrompu. C'est assez spectaculaire d'ailleurs quand on voit ces énormes fuselages qui circulent sur les routes avec des lumières de tous les côtés. Enfin, bon, bref. Donc la mondialisation a considérablement approfondi la division du travail qui sectorisait en quelque sorte les productions. Désormais, presque pour chaque pièce d'un ensemble comme une automobile ou un avion, la production se fait dans un endroit spécifique où il est possible de produire et où les coûts sont moindres. Possible de produire parce qu'il faut encore qu'il y ait la main-d'œuvre capable de le faire. Par exemple, dans le cas des vaisseaux ukrainiens, c'est une industrie de main-d'œuvre dont la main-d'œuvre est essentiellement féminine et pour l'entreprise allemande qui les produisait donc en Ukraine, il n'était pas si facile que ça de sortir la production d'Ukraine à cause justement des difficultés à pouvoir recruter une main-d'œuvre capable de le faire. Alors, il y a donc, on peut dire, si vous voulez, cette mondialisation, c'est en quelque sorte la réalisation, mais à l'échelle mondiale, des ateliers flexibles qui étaient prônés par certains économistes dans les années 70. Il y a donc internationalisation des filières de production, ce que les économies appellent aujourd'hui chaîne de valeur, pour souligner que chaque étape du processus productif doit être évaluée séparément afin d'optimiser les coûts de chaque maillon de la chaîne et grignoter les parts de la concurrence. Cela rend les pays industriels extrêmement dépendants les uns des autres, avec des économies imbriquées. Les puces utilisées par les entreprises de la Silicon Valley, en Californie, sont fabriquées par l'énorme complexe chinois de Foxconn, etc., etc. Alors, la mondialisation va de pair avec la production à flux tendu. Zéro stock de pièces, c'est la règle, et l'approvisionnement doit être continu. C'est donc ce que décrivait Flores tout à l'heure, des dizaines de milliers de camions, qui sont toujours plus gros, envahissent les routes, pendant que des milliers de containers géants sillonnent les mers. Il faut donc transporter toujours plus de pièces sur des distances qui peuvent varier en fonction des choix du lieu de production, choix faits par les donneurs d'ordre, que sont bien sûr les entreprises multinationales. C'est tout l'enjeu de la nouvelle route de la soie, projet démesuré, lancé par la Chine en 2013, et qui prévoit la construction d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, dans plus d'une centaine de pays, dans plusieurs continents. La construction doit être réalisée par les pays concernés, grâce à des prêts consentis par les banques chinoises. La Chine s'est ainsi positionnée pour être demain le principal acteur de la mondialisation. Si donc elle a réussi à entraîner avec elle nombre de pays traditionnellement liés au camp occidental, par exemple la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, d'Europe de l'Est et du Sud, y compris des pays d'Amérique latine, ce projet a donc évidemment suscité des réactions concurrentes dans d'autres métropoles impérialistes, comme d'une part l'Inde et le Japon, et d'autre part évidemment les États-Unis et les principaux pays industriels d'Europe de l'Ouest. Encore que l'adhésion récente de l'Italie à la nouvelle route de la soie a été très mal perçue outre-Atlantique, perçue comme une trahison et la porte ouverte à l'influence chinoise au cœur de l'Europe capitaliste. Alors, ce projet vise donc à accentuer encore plus la mondialisation en réduisant les coûts et les durées des transports, en particulier ferroviaires, avec la multiplication de lignes à grande vitesse. La crise sanitaire due au Covid-19 a toutefois ralenti sa réalisation. De nombreux pays asiatiques ou africains ont eu des difficultés à rembourser les prêts du fait du ralentissement économique et de la crise qui a suivi la crise sanitaire, crise économique qui a suivi la crise sanitaire, et qui a surtout impacté les pays les plus pauvres. De nombreux projets connaissent des difficultés. Le projet de LGV de ligne à grande vitesse Singapour-Kuala Lumpur a été annulé pour la deuxième fois en 2021. Le projet de LGV entre Kashgar, dans le Xinjiang, et Karachi au Pakistan semble illusoire tant les coûts sont élevés. La capacité de financement pakistanaise est limitée. C'est le premier pays, après la crise de Covid-19, à avoir demandé à la Chine un assouplissement des conditions de remboursement. Et vu la taille du Pakistan, ils ont fait des efforts. Et les enjeux politiques de l'Inde, assez délicats. Le projet de LGV Moscou-Kazan, qui était la première étape d'une mythique liaison à grande vitesse entre Moscou et Pékin, demeure au point mort depuis le début, depuis 2013. Un autre projet de LGV entre Urumqi et Téhéran demeure, lui, à l'état de concept.
Donc, un projet de ligne classique entre Kunming, Mandalay et Dhaka ne progresse plus depuis 1997, donc avant même du fait de l'opposition de l'Inde et de l'instabilité politique au Myanmar. Et aussi, bien sûr, des coûts très élevés. Alors, en réalité, la plupart des convois ferroviaires de la nouvelle route de la soie empruntent des voies déjà existantes et les projets de nouvelles infrastructures ferroviaires progressent à des rythmes très variables. Donc, voilà un petit peu ce qu'en tout cas, moi, je connais de l'état actuel de la mondialisation et des restructurations qui sont à venir et dont on parlera tout à l'heure dans les conflits, puisqu'il y a recrudescence quand même des conflits entre les puissances impérialistes. On sera donc amené à rediscuter tout à l'heure de comment les choses peuvent évoluer. Très rapidement. D'une part, sur le terme chaîne d'approvisionnement qui existait auparavant et sa transformation par les économistes bourgeois en chaîne de valeur, c'est ce que disait, c'est à pointer parce que c'est comment, avec une crise rampante qui existe de stagnation, les capitalistes, ils ne se préoccupent plus d'approvisionner finalement, mais bien de faire de la valeur, de faire des profits. Et je crois que ça vaut le coup de le mesurer. Après, moi, il y a un point important, c'est que les grandes multinationales, sauf celles du numérique, sont en fait issues de la mondialisation des grandes entreprises monopolistes d'État dont on parlait avant. Il n'y a qu'à voir ce qui est devenu EDF, par exemple, qui a été plus ou moins presque complètement privatisé, mais qui est aussi devenu une multinationale qui joue son rôle à l'échelle de la planète. Et ça fait partie des mutations, justement, de la période antérieure, où il y avait des monopoles d'État, des monopoles internes à des pays, qui sont devenus des multinationales. Ça, c'est un point. Le rôle qu'elle joue dans l'économie mondiale, en fait, elle la structure complètement. Et puis enfin, un aspect qui est important, parce que ça fait le lien avec la situation économique et financière, c'est qu'elles sont toutes dirigées par des holdings à l'échelle internationale, avec des gens qui sont dans plusieurs holdings, y compris des boîtes concurrentes, et qui font du fric avec, c'est-à-dire cette fameuse oligarchie financière internationale, qui tire leur profit de l'exploitation de millions de salariés, et puis surtout à qui leur position de monopole permet d'imposer des prix. On a vu avec la crise d'inflation qu'il y a eu l'autre jour, comment les multinationales des transports maritimes, des matières premières et tout ça, ont pu se tailler, doubler leurs marges en augmentant leurs prix, ce qui intervient pour une grande part dans la crise inflationniste qu'on a eue. Et un autre point aussi, qui explique les marges à deux chiffres que font ces sociétés, alors que par ailleurs, tous les économistes constatent qu'il y a une baisse des taux de profit industriels directs, c'est parce qu'ils sont financés par les États largement. En particulier, les GAFAM aux États-Unis touchent des quantités de fric de l'État astronomiques. Il y a ces prix de monopole, et il y a aussi le fait qu'elles spéculent. Engie, par exemple, a fait 30% de sa marge l'an dernier, parce qu'il y a un bataillon de traders dans des bâtiments qui font la superficie, c'est 2 hectares, qui passent en permanence leur temps à jouer une partie des marges de l'entreprise sur la bourse pour gagner du pognon. Et puis ils prêtent du pognon aussi. Par exemple, Peugeot vous prête de l'argent pour acheter une bagnole. Alors on va passer maintenant à la troisième partie de notre débat, les points chauds aujourd'hui, comment ça se passe. Donc il y a le regain du militarisme et la récente explosion des budgets militaires. Là-dessus, sur ce sujet, on a des nuances entre nous, vous verrez peut-être. Je pense, sur cet aspect du militarisme, comme Aurélien n'a pas pu assister, Joachim, coucou, je pense que ça sera toi qui diras quelques mots là-dessus, d'accord, tout à l'heure. Ok. Et puis, autre sujet où il y a un petit débat, des nuances entre nous, va-t-on vers une 3e guerre mondiale ? Bon. Et puis, enfin, note d'optimisme quand même, il se passe des choses dans la lutte de classe et même des débuts de révolution un peu partout dans le monde. Et je crois que Mathis, tu concluras là-dessus. Alors, la chute de l'URSS ne s'est pas traduite par la fin de l'histoire, qui était annoncée par, vous vous souvenez, Fukuyama, j'arrive pas à prononcer. Loin de là. Comme toujours, le fonctionnement de la machine capitaliste a une tendance naturelle à s'enrayer toute seule. En fait, c'est son mode de régulation chaotique, si on peut dire, au fil des crises financières ou de surproduction. Cela dit, peut-on dire que le capitalisme est en crise ?
L'humanité, confrontée à la crise climatique et de la biodiversité, est en crise, ça c'est sûr. L'accumulation capitaliste, en revanche, malheureusement, s'accroît de façon exponentielle. Et difficile de dire qu'elle est vraiment en crise. En effet, depuis la chute de l'URSS, le développement vertigineux du productivisme capitaliste s'est accompagné non seulement d'énormes dégâts sur la planète, mais aussi de l'explosion des inégalités entre pays, mais y compris au sein des pays riches. Et les révoltes se sont multipliées dans le monde, du printemps arabe au Irak algérien, en passant par la révolte des classes populaires libanaises ou la révolte des femmes iraniennes. Les pays riches n'ont pas été épargnés. On pense à la crise des Gilets jaunes ici en France. Et la réponse des classes dirigeantes a partout été dans un renforcement des moyens de répression. Et on assiste actuellement à une très forte augmentation des budgets militaires et du militarisme. C'est que dans le même temps, les rivalités entre les puissances impérialistes n'ont jamais été aussi grandes depuis des décennies. Trump a multiplié des provocations à géométrie variable vis-à-vis de la Chine, mais Biden a poursuivi dans le même sens. Et l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Poutine a été l'aboutissement d'un long processus de grignotage de l'influence russe à ses frontières par l'intermédiaire de l'OTAN. Alors, sommes-nous, comme en 1933, lorsque l'accession au pouvoir en Allemagne des nazis faisait dire à Trotsky qu'on allait inévitablement vers une nouvelle guerre mondiale? Discussion. Enfin, quel rôle peuvent jouer les révoltes comme celle pour l'instant victorieuse des étudiants et des classes populaires au Bangladesh? Alors, commençons par un sujet de débat entre nous. Crise ou pas crise? Daniel, à toi. Oui, là on a une grosse nuance, parce que moi je crois qu'on est réellement dans une crise, non seulement dans une crise d'accumulation, mais dans une crise globale du capitalisme. On lit ça dans toutes les publications d'économistes de tous bords qui annoncent une polycrise, c'est-à-dire polycrise qui est, la crise de l'environnement, une crise économique, la stagnation qu'on constate partout, où les taux de croissance ont du mal à repartir et où il y a une menace de récession, y compris aux États-Unis aujourd'hui, après quelques années fastes, entre parenthèses. Et donc cette crise économique, elle est patente. Il y a une crise politique, il y a qu'à voir ce qui se passe en France et un peu partout dans le monde, qui est le résultat justement de cette aggravation des conditions de la lutte des classes, qui fait que pour gratter les profits, il faut taper sur les travailleurs. Et puis il y a une crise financière, etc., etc. Et je crois que tout ça, alors pour moi c'est pas une polycrise, c'est une crise globale du système capitaliste qui arrive, comme il l'a déjà fait à plusieurs époques de l'histoire, à ce qu'on appelle une crise systémique, c'est-à-dire dont le fondement est justement cette crise d'accumulation. Alors, crise d'accumulation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des capitaux qui s'accumulent. Il y a des gigantesques, il n'y en a jamais eu autant qui s'accumulent. Mais c'est sur la base, d'une dégradation profonde des fondements, du fonctionnement de la société, et en particulier économique. Alors, la crise d'accumulation, qu'explique Marx, c'est-à-dire c'est le fait qu'à un moment donné, il y a tellement de capitaux que la machine qui produit de la plus-value, c'est-à-dire la production, n'est plus capable de les absorber. Il y en a beaucoup trop par rapport à ce que le système de production est capable d'absorber. Donc, tous ces excédents de capitaux qui continuent à se développer quand même. Ce n'est pas parce que les taux de profit baissent que les profits n'augmentent pas. Ils s'en vont dans la spéculation, dans la dette, etc., etc. Ce qui accumule un risque de krach. On l'a vu la semaine dernière, je ne sais plus c'était où la semaine d'avant, je ne sais plus, avec le krach à Tokyo, qui est en fait une secousse qui s'est répercutée un peu partout dans le monde, mais dont les véritables racines sont aux États-Unis, avec un brusque ralentissement de l'économie, panique sur les GAFAM qui se sont effondrés depuis un mois, ils n'arrêtent pas de baisser après avoir augmenté considérablement, et on est dans cette perspective-là. Alors, le risque de krach, ce n'est pas une plaisanterie, la crise de 29 qui a déclenché le fascisme, qui a produit justement la situation dont on parlait tout à l'heure, elle est partie d'un krach. 2007-2008, c'est un krach basé sur une crise de la dette. Donc tout ça, ça a des répercussions énormes sur l'ensemble de la vie de la population, sur notre propre vie, et je crois qu'on a intérêt à la prendre en compte. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas des gens qui se font des fortunes, mais ces fortunes, entre parenthèses, elles s'écroulent du jour au lendemain. Ça, c'est pas grave.
Par contre, ce qui est grave, c'est que c'est la récession qui risque de venir avec des conséquences qui peuvent être terribles, c'est-à-dire parce que l'économie se bloque, c'est des faillites, c'est le chômage, c'est des populations entières, encore plus que maintenant, poussées dans la misère, et c'est aussi l'exacerbation de la concurrence, dont je crois la poussée guerrière actuelle est la conséquence. On est dans un processus qui est global et qu'il faut aborder, il me semble, globalement. Oui. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en prévoyant une crise de l'économie capitaliste, on est certain de finir par avoir raison. Alors, est-ce que pour autant, on peut dire que l'économie capitaliste est en crise, finalement, donc, ce que je comprends, depuis des décennies? En tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de groupes d'extrême gauche, ici et ailleurs. Alors, en gros, on sera en crise depuis la fin des 30 Glorieuses, quoi. Alors, les 30 Glorieuses ont été interrompues par le choc pétrolier de 1973 et la stagnation de l'économie mondiale qui a suivi en 1974-1975. Alors, le choc pétrolier lui-même, il était la conséquence de la fin de la libre convertibilité du dollar en or, qui avait été décidée par le gouvernement américain en 1971. Et cette libre convertibilité était un des piliers du système monétaire international, donc établi par les accords de Bretton Woods de 1944. Alors, les années 70 ont connu de véritables bouleversements économiques. Et dire que la crise se poursuit depuis, donc maintenant, 54 ans, je trouve que ça n'a aucun sens. Parce que si ça fonctionne comme ça depuis 54 ans, c'est pas une crise, c'est un mode de fonctionnement. Et sinon, le mot crise n'a plus de sens. On ne comprend plus ce qui se produit. Et on ne comprendrait pas non plus l'explosion de la production industrielle, qui est quand même visuellement perceptible. J'ai deux photos, je ne sais pas si elles sont visibles à distance, je vais quand même vous montrer, je ne sais pas, est-ce qu'on y voit quelque chose? Ce que vous voyez, ou à peu près, ça c'est Shanghai en 1970. Il y a un point qui est un peu plus haut que les autres, c'est le Parc Hôtel, qui est à l'époque le point le plus haut des pays d'Asie. Il faisait 80 mètres. Et voilà une photo du même Shanghai aujourd'hui. On est devant une explosion de buildings, etc. Moi, quand j'étais jeune, la Chine était décrite comme un pays sous-développé. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance industrielle du monde. C'est la fabrique du monde. On voit quand même, enfin, pas seulement au niveau des grandes entreprises, on le voit aussi, enfin, je sais pas, on voit des Chinois faire du tourisme dans nos contrées, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a le développement d'une classe moyenne, d'un marché intérieur. Le marché intérieur chinois n'est peut-être pas d'1,2 milliard de personnes, mais il est quand même bien plus important que le marché européen ou américain. Alors, 'on a eu des crises. 2007-2008, c'est la crise des subprimes. On expliquera ce que c'était peut-être tout à l'heure si vous le voulez. 2010-2012, ça a été la crise de la dette souveraine pour la zone euro. Donc des crises, le capitalisme en connaît régulièrement. Et il paraît probable que la crise sanitaire qui a pratiquement paralysé l'économie mondiale pendant une longue période a absorbé une crise qui était annoncée par de nombreux économistes. Elle a quand même d'ailleurs un peu eu lieu pour la plupart des pays pauvres qui ont eu beaucoup de mal, eux, à redémarrer la production industrielle aux sorties de la crise sanitaire. Mais globalement, après cette crise, l'économie est repartie de plus belle. Et l'éclatement de la guerre en Ukraine, dont on aurait pu penser qu'elle allait paralyser cette mondialisation, elle n'a même pas provoqué un effondrement de l'économie. À l'heure actuelle, on a tous entendu parler des sanctions contre la Russie, mais incidemment, vous allumez le poste de radio cette semaine, enfin la semaine dernière encore, et vous apprenez que pratiquement tous les pays d'Europe centrale continuent à recevoir du gaz russe, qui transite par où? Probablement en partie par l'Ukraine. Et donc il y a cette guerre qui est meurtrière, mais qui n'empêche pas le business de continuer. Et donc, non, on ne peut pas dire qu'actuellement, nous soyons en crise. Alors, ces dernières semaines, les bourses ont été bousculées et les gouvernements invoquent de nouveau une crise de la dette. Alors, il est vrai que des sommes colossales ont été engagées par les grandes puissances pour soutenir leurs entreprises pendant la crise sanitaire, et ces sommes colossales ont fini par engendrer de l'inflation, ce n'était pas le cas au début, mais essentiellement du fait du rachat des créances bancaires par les banques centrales, en particulier
BCE n'était pas supposée le faire, mais elle l'a fait. Et pour le coup, ça, c'est une politique inflationniste. Alors, jusqu'à maintenant, les marchés tiennent bon. Bien sûr, un effondrement est toujours possible. Le capitalisme fonctionnant un peu comme un coureur au départ du 100 mètres, contraint d'accélérer tout le temps pour ne pas tomber. L'économie capitaliste est donc en déséquilibre permanent et n'importe quel événement majeur peut provoquer la chute. Mais la guerre en Ukraine, aussi bien que la guerre à Gaza, dans une zone stratégique pour le fonctionnement du capitalisme, n'ont pas mis l'économie par terre. Ça finira peut-être par arriver, peut-être que la semaine prochaine on apprendra un crash mondial, tout est possible dans ce domaine-là, mais parler de crise en quelque sorte pour décrire l'économie capitaliste depuis 55 ans, je trouve que ça perd le sens des mots. Et juste un mot sur les capitaux spéculatifs. La spéculation, c'est le fonctionnement du capitalisme. Il est extrêmement difficile de faire une distinction entre capitaux spéculatifs et capitaux industriels. Le PC adore faire la distinction entre un capitalisme en quelque sorte qui serait sain, parce qu'on investirait dans la production, et un capitalisme méchant, parce qu'il investirait dans la spéculation. Si vous êtes une entreprise comme Safran, et que vous avez vendu des installations en Amérique du Sud, vous avez vendu des installations pour plusieurs centaines de millions d'euros, voire plus. Le pays destinataire va vous payer à terme. Vous-même, vous avez une commande à honorer dans la Silicon Valley 3 mois plus tard. Vous allez donc encaisser des centaines de millions d'euros provenant d'Amérique du Sud que vous devez utiliser pour payer une traite dans la Silicon Valley 3 mois plus tard. Est-ce que vous allez rapatrier les capitaux pour les investir sainement dans l'industrie ? Non. Dans ces conditions, ce qui se fait, c'est que ces capitaux-là sont investis sur ce qu'on appelle le court terme, sont investis à court terme, et l'investissement à court terme, ça s'appelle la spéculation. Et donc c'est fonctionnel dans le capitalisme, et il n'y a pas de distinction possible entre capitaux spéculatifs et capitaux productifs. Ok. Tout à l'heure, avec toute la salle, on pourra continuer ce débat, parce que voilà, le temps est limité. Passons, alors qu'en était de la militarisation et l'explosion récente des budgets militaires. Joachim, 5 minutes. Alors, je vous signale que c'était Aurélien qui devait faire... bon, il y a des nuances entre tous les deux. Bon, mais il y aura peut-être une discussion tout à l'heure avec la salle. Bien. Oui, donc je supplie aux débeautés, mais j'avais préparé quand même un petit truc, on avait travaillé ensemble. En gros, sur la bombe, c'est sans transition, mais peut-être que vous avez vu ici ou là que les budgets militaires explosent. Il y a un certain nombre de titres l'an dernier de journaux de la presse qui titraient donc les budgets militaires n'ont jamais été aussi hauts. Après, on ouvrait l'article et on voyait depuis 2009. Et en fait, tout ça pour dire qu'il faut relativiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser, mais le contexte, c'est effectivement d'une inversion de tendance qui était à la baisse jusque-là. Depuis la fin de la guerre froide, il y avait une baisse de budget qui avait donc qui avait eu lieu, qui avait commencé à s'inverser en 1996 et qui en fait est toujours plus ou moins le cas jusqu'il y a quelques années. Donc la tendance à la hausse, là, depuis quelques années, elle se fait générale. Et c'est ça qui est remarqué et sur lequel il faut porter notre attention. Et les chiffres, ils peuvent être impressionnants. Quand on regarde, ne serait-ce qu'en France, la loi de programmation militaire, c'est-à-dire les prévisions pour les hausses de budget, c'est plus 40% sur 5 ans. Alors, c'est un doublement du budget sur 9 ans entre 2014 et 2030. Mais en fait, donc ça c'est un exemple pour la France, c'est un peu général, c'est valable aussi aux États-Unis, etc. Mais en fait, il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que ces hausses, c'est des hausses qui en fait sur chaque année sont des pourcentages relativement modestes qui s'accumulent et en fait qui sont déjà partiellement mangés par l'inflation, ce qui fait que c'est des hausses qui sont purement nominales et qui sont aussi relatives à la croissance, parce que un bon indicateur quand même pour regarder les hausses de budget, c'est pas les nombres absolus, puisqu'en fait il y a l'inflation qui fait que effectivement le budget militaire américain il est au plus haut qu'il a jamais été aujourd'hui, mais en part de richesse il est plus bas qu'en 2010. Il est autour de 3% en 2010, alors que l'impérialisme américain était quand même en train de finir de guerre, il était à 5%. Ça, donc c'est des exemples. Et
un exemple parlant, c'est qu'il y a certaines projections qui disent que malgré la hausse de, je crois, c'est 30% du budget militaire américain, qui va passer de 800 milliards à 1000 milliards en quelques années, la part relative du budget va baisser si la croissance américaine continue. Mais là, on discute du fait que ça pourrait s'arrêter. Parce que je relativise, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un petit peu un shift, une bascule stratégique, des nouvelles discussions qui ont lieu et qui sont en fait de passer l'attention principale des grandes puissances sur qui était focalisée sur ce qu'ils appellent dans le langage d'état-major les guerres asymétriques, c'est-à-dire en fait les guerres de terrorisme, enfin anti-terrorisme, mais aussi anti-population, et en fait de basculer cette attention qui était grosso modo les guerres en Afghanistan, ce qui se passe en Israël aujourd'hui, enfin en Palestine, et de basculer vers les guerres qu'ils appellent de haute intensité. Et là, alors, on peut, en fait, il faut traduire, qu'est-ce que c'est-à-dire guerre de haute intensité? C'est en gros des guerres prolongées entre États de puissances comparables. C'est-à-dire, typiquement, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et c'est ça qui bascule leur attention, c'est qu'ils se disent, ah là là, il y a des nouvelles choses qui apparaissaient pas. Parce que jusque-là, on en a eu des guerres de haute intensité, mais elles étaient extrêmement courtes, donc elles ne les intéressaient pas. La guerre en Irak, c'était une guerre de haute intensité pendant 3 jours, et après, c'était une guerre asymétrique. Mais là, en Ukraine, donc il y a un problème qui se pose, c'est que donc il va y avoir peut-être des guerres entre des États de puissance comparable, même au niveau régional. Et de ce point de vue-là, il y a pour les états-majors des grandes puissances, il y a un premier impératif, c'est de rester au niveau. Et donc de moderniser le matériel. Et ça, c'est une course à l'armement qui en fait est permanente, qui là accélère un peu, mais bon, en fait, ils sont tout le temps en train de rester au top de la technologie. Deuxième raison pour laquelle c'est important de regarder la part de richesse dans les budgets militaires, c'est parce que les armes, ça coûte cher, et si ça coûte pas cher, c'est pas efficace. C'est pour ça qu'il faut rester en fait en proportion de la richesse. Mais donc, cette course à la technologie, là, ils ont par exemple des problèmes, c'est que les avions de chasse, qui étaient des armes absolument incontestées jusque-là, sont aujourd'hui contestées par l'infanterie, qui serait équipée par des missiles de haute technologie. Et donc il faut trouver des avions de chasse très très furtifs, très très puissants, etc. Donc ils en produisent, il faut en produire des nouveaux, et ça demande des investissements. Deuxième problème, c'est que pour les produire en quantité, et pour avoir, pour refournir une armée qui serait en guerre de manière durable, non pas contre des guérillas, mais contre d'autres armées, il faut énormément de capacités productives. Pour avoir énormément de capacités productives, il faut une base industrielle, et pour ça, en fait, ça se prépare en avance. Il faut investir. Et il faut, comme on est dans un capitalisme, l'investissement il est privé, donc il faut rassurer les investisseurs en disant que les États vont passer des commandes, c'est-à-dire que les États vont augmenter leur budget militaire pour s'assurer que la base industrielle qui a connu quand même 30 ans de baisse relative des budgets reste au niveau aussi de la capacité productive. Alors ils en font parfois des titres un peu ronflants, genre la Russie produit 3 fois plus de munitions que l'Europe et les États-Unis réunis, donc voilà, ça peut les inquiéter. Évidemment, c'est pas le même type de munitions, mais voilà, c'est pour que vous ayez un peu une idée des problèmes qui se posent et à quelles échelles. C'est-à-dire que c'est pas forcément nécessairement pour immédiatement se les jeter directement à la tête. Ça peut être uniquement pour armer des puissances comme par exemple l'Ukraine, parce que là, en ce moment, autre exemple, il y a le fabricant de missiles MDBA qui doit tripler sa production. Et donc ils ont fait des investissements, pas tant que ça d'ailleurs, mais ils investissent parce que leurs usines ne sont pas au niveau pour armer l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts directement à envoyer, à armer, à produire autant qu'il faudrait pour un affrontement entre, par exemple, la France, puissance impérialiste, et la Russie, ou la Chine, autre puissance impérialiste. Parce que là, je vous ai donné des budgets en part de richesse, c'est du 2, du 3%, du 4%. Là, la Russie, actuellement, qui est dans une guerre d'annexion impérialiste, elle est à 6%. C'est-à-dire à peu près ce que le budget militaire américain pendant la guerre en Irak-Afghanistan. L'Ukraine, qui se défend quand même pour son existence, est à 37% de budget militaire en part de PIB. Donc en fait, c'est énorme. Et ça, c'est beaucoup plus comparable à ce qu'on appelle une économie de guerre, qui
Donc l'économie de guerre qu'on a connue pendant les guerres mondiales, c'était de cet ordre-là. Et à la veille des guerres mondiales, on avait du 20%. Tout ça pour dire que ça peut aller assez vite, hein. On peut passer du 2 au 20 en quelques années, hein. Mais en tout cas, ça n'est pas dans les calculs stratégiques immédiats des états-majors. Donc voilà, je termine. Merci. Alors, sur le sujet, il y a un autre débat, hein, sur ce sujet précis de la militarisation. Alors, passons maintenant au risque de guerre. Est-ce qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale? Bon, comme disent nos camarades de Hello et peut-être d'autres. Daniel, à toi de jouer, si je puis dire. 3 minutes, Daniel. 3 minutes, oui, ça va aller plus vite que ça. Donc, Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas. Ce qui est certain, et d'ailleurs j'en profite pour dire que le titre du topo, y compris de la partie précédente, paraît un peu décalé. Moi, je crois que la vraie question de l'impérialisme aujourd'hui, c'est quand même la guerre qui a été déclenchée en Ukraine. Et on voit à quelle vitesse ça accélère, avec l'intervention de l'Ukraine en pays russe, etc., alors que Poutine avait mis une barrière. Hein. Si vous attaquez, il y aura une riposte nucléaire. Ce n'est pas le cas, mais c'est une escalade, sans compter ce qui se passe au Moyen-Orient, où quand même les États-Unis viennent de rassembler une force considérable. Hein. Ils ont rajouté un porte-avions la semaine dernière, etc., etc. Et où ce matin, le Hezbollah a lancé une offensive contre Israël. Il y a une escalade de la guerre qui est quand même extrêmement importante. Et, comment dire, mais je ne crois pas qu'on puisse la rentrer dans la logique de la période précédente, et c'est pour ça justement que la caractérisation de la période en tant qu'impérialisme ou pas, et qu'est-ce qui est nouveau, est différente. Ce qui est en train de se produire, c'est une généralisation de la guerre un peu partout, entre des puissances qui s'affrontent un peu partout. Et c'est d'ailleurs dans le titre, c'est bien dit, entre l'OTAN, la Russie, la Chine, l'Iran, les pays émergents, etc. C'est un bordel général. Et je ne suis pas sûr que des camps se déterminent pour un affrontement, genre la Deuxième Guerre mondiale, ou deux camps s'affronter, quoi. Je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense par contre qu'on va vers une période sur la crise, mais je reviendrai sur l'histoire de la crise plus tard, voilà, qui est bizarroïde quand même, et à laquelle, à mon avis, seule une révolte des peuples peut s'y opposer. Bon, c'est ce qui fait le lien avec le point suivant. Ok. Julien? Oui. Julien, tu veux là-dessus? Je mets mon chrono en route. Ah, mais moi, je chronomètre. Je sais, mais moi, ça m'aide. Ça m'aide de suivre. Oui, comment dire, bon, il y a une théorie qui dit que si les économies sont entremêlées, c'est un gage de paix. Alors, la Première Guerre mondiale a déjà mis à bas cette théorie, hein, puisque, y compris pendant la guerre, hein, des échanges économiques se poursuivaient entre ThyssenKrupp d'un côté et De Wendel de l'autre, hein, qui continuaient parce qu'ils avaient des productions spécialisées, donc De Wendel vendait à l'armée allemande, hein, pendant que Krupp-Thyssen vendait à l'armée française, tout ça pendant la guerre. De la même manière, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a découvert que les entreprises de caoutchouc de Dacron aux États-Unis continuaient à verser ponctuellement les royalties à Ligue Farben, qui possédait les brevets qui fabriquait, et que ces royalties étaient versées, hein, en Suisse ponctuellement. Alors ça fait scandale, mais ça continuait. Donc non, le business n'empêche pas, le business croisé n'empêche pas les guerres, et la guerre, c'est la continuation du business autrement. Alors aujourd'hui, bien sûr, faut nuancer tout ça, parce que le comportement, enfin, il n'y a qu'à voir le comportement, d'ailleurs, des pays qui ont décidé des sanctions par rapport à la Russie vis-à-vis de ces sanctions. Hein, ils sont, sinon les premiers, du moins en tout cas, ils les contournent allègrement, hein, en faisant transiter par des pays tiers, hein, les importations qu'ils ne sont plus supposés faire en Russie. Alors, bon, cela étant, il reste que actuellement, le déclenchement d'une guerre aujourd'hui, entre les grandes puissances, bon, entre les États-Unis et la Chine par exemple, hein, puisque c'est quand même de ça qu'on parle énormément avec les tensions autour de Taïwan, etc., cette hypothèse paraît quand même difficile, parce que les économies chinoises et américaines sont tellement imbriquées, hein, que ce que disait justement Joachim tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à continuer, hein, à produire durablement pour une guerre de haute intensité, hein, cette capacité, il faut la prévoir. Hein, et à l'heure actuelle, ils ne sont pas prêts,
pour une troisième guerre mondiale. Alors, ils ont dit quand même vouloir le faire, c'est-à-dire vouloir récupérer la souveraineté sur un certain nombre de produits. C'était par exemple le cas, Biden, Macron ont affirmé ça, et rappelez-vous, au moment de la crise du Covid, Macron a dit vouloir récupérer la souveraineté sur la production de paracétamol. La production de paracétamol, ils l'ont interrompue, elle existait en France jusqu'en 2008, avec une usine Rhodia dans le Roussillon, ils l'ont interrompue et ils disent vouloir le faire. Cela dit, c'est pas fait, c'est pas fait, mais l'objectif est de fournir l'ensemble de l'Europe de l'Ouest en paracétamol produit en France pour ne plus dépendre des productions indo-pakistanaises. Alors, combien de temps sont nécessaires pour redessiner une autre mondialisation, pour que la mondialisation se morcelle en quelque sorte, pour que des entités économiques viables puissent exister d'une part, et donc éventuellement se faire la guerre. Là, c'est bien sûr toujours possible, c'est même ce qu'ils disent vouloir préparer, mais c'est pas fait. C'est pas fait, on en est loin, et à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien qui permette de conclure, comme le faisait Trotsky en 1933, on va inévitablement à la Troisième Guerre mondiale. Par contre, l'éclatement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie montre à tous qu'une nouvelle guerre entre États impérialistes est possible, et donc ils s'y préparent. Et ils sont en train donc de préparer leur capacité de production, etc. etc. Autrement dit, là aussi on peut toujours affirmer qu'on va vers la guerre, parce que, comme disait Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, mais à l'heure actuelle, il ne semble pas qu'il y ait un mécanisme enclenché qui conduise inévitablement à une guerre mondiale. Alors maintenant, comme disait Daniel tout à l'heure, il n'y a pas que les rivalités impérialistes. Dans la situation objective, il y a la possibilité de l'éruption de révolutions politiques et sociales. Le sort de l'humanité ne dépend pas seulement des rivalités impérialistes. Les révoltes populaires partout dans le monde, pratiquement chaque année, on les connaît depuis 2011. Malheureusement avec des contre-révolutions, ou des régimes qui ne règlent pas les problèmes. C'est comme si vous voulez en 17, les bolcheviks n'avaient pas eu une politique et on en serait resté à une dictature de Kornilov, pour ceux, pour les souvenirs. Donc, pour le moment, on ne va pas revenir là sur tout ce qui s'est passé depuis 2011. Par contre, je pense que en ce moment, il y a des révoltes en Afrique, au Nigeria, au Kenya. Je ne sais pas si vous avez... Au Kenya, c'est assez impressionnant. On y pense. C'est un pays, en France, en tout cas, la presse n'en parle pas tellement. Bon, et le Bangladesh. Alors, le Bangladesh, c'est pareil. La presse française en parle, pas en détail. Il faut lire la presse anglo-saxonne. Et ce qui se passe, c'est quand même très profond et inédit dans un pays de 175 millions d'habitants, énorme, qui s'est industrialisé, et pas seulement dans le textile, je crois. Et là, Matisse, ok, une avant-première de Ton topo avec Marcello, je ne sais plus quel jour. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de tensions impérialistes, de marché à la guerre, on a un peu les exemples en tête des révolutions passées qui ont permis de mettre fin à des boucheries. Alors le principal exemple qu'on a, c'est la révolution de 1917 et la vague révolutionnaire qui va parcourir l'Europe et d'une certaine manière le reste du monde. La Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas eu la chance de se terminer comme ça, mais les puissances impérialistes, elles s'y préparaient, elles ont essayé de rétablir l'ordre, y compris d'arrêter certains conflits pour éviter des révolutions. Là, aujourd'hui, il y a eu la crise de 2008, il y a eu toutes les attaques patronales, anti-ouvrières, qui sont abattues un peu partout dans le monde. Une des formes que ça prend, c'est le Fonds monétaire international qui a fait multiplier les politiques d'austérité, de privatisation, d'attaque contre les travailleurs partout dans le monde, ce qui est un peu pratique, y compris pour les bourgeoisies locales, de se cacher derrière le fait que c'est le FMI, une instance internationale impérialiste qui les oblige à faire des attaques anti-ouvrières, mais ça arrange bien évidemment les bourgeoisies locales. Et
depuis 2011, on a eu un certain nombre de révoltes qui ont parcouru le monde. Alors on a eu une petite liste non exhaustive, mais on a eu la Colombie, la Bolivie, le Chili évidemment, il y a eu la Birmanie. Bon, je vous fais pas la liste, mais il y a quand même énormément d'endroits, et pas seulement des révoltes qui étaient puissantes, importantes, et ont fait trembler des régimes, mais qui en ont abattu certains. Au Chili notamment, la révolte était si forte que la femme du président de l'époque, Piñera, a quand même dit qu'il y avait une attaque extraterrestre. Ils étaient vraiment pas prêts. Évidemment, à chaque fois qu'il y a des révolutions, c'est soit des complots de l'étranger, soit les hommes verts. Mais on a aussi eu la chute d'un gouvernement corrompu au Sri Lanka, qui avait mené des politiques extrêmement violentes contre la classe ouvrière et la jeunesse, qui a été renversé. Vous vous rappelez peut-être des images, c'est l'envahissement du palais présidentiel en 2022, qui a été suivi là, il y a le 5 août, par l'envahissement du palais résidentiel de la première ministre Sheikh Hasina du Bangladesh, alors qu'elle était enracinée quand même avec son parti au pouvoir depuis près de 15 ans. Derrière toutes ces contestations, il y a aussi celle au Nigeria, celle au Kenya. Il y a à chaque fois à la fois des problématiques sociales, c'est-à-dire des gens qui se battent, notamment au Bangladesh, des jeunes qui disent, des jeunes étudiants, donc en plus c'est pas la classe ouvrière vraiment qui est dans les usines textiles, qui est surexploitée, même si eux se sont battus en fait en novembre dernier, avaient dressé des barricades et avaient pris, c'était manger une répression quand même assez violente. Là, les étudiants qui se sont mobilisés, qui ont un peu servi d'étincelle à la mobilisation, au départ, ils ne voulaient pas forcément faire tomber le régime. Ils s'étaient déjà battus en 2015 contre une augmentation de leurs frais d'inscription à l'université, contre une taxe que voulait mettre en place le gouvernement. Ils se sont battus ensuite en 2018 contre la réinstauration des quotas dans la fonction publique, c'est-à-dire en fait le fait qu'une partie des seuls jobs en fait auxquels ont accès les étudiants qui ont un taux de chômage plus élevé que les jeunes ouvriers, ils se sont battus pour pouvoir justement avoir accès à ces postes qui étaient réservés en fait au soutien du régime. Donc cette révolte a commencé là-dessus, sur une volonté un peu méritocratique de « j'ai mon diplôme, je veux un poste », et face à la répression qui a été extrêmement violente, c'est-à-dire des milices armées de battes de fer qui les ont attaqués dans les universités, la police qui leur a tiré dessus, un couvre-feu, l'armée, la torture, y compris des dirigeants étudiants ont été arrêtés, torturés pour leur faire arrêter le mouvement, ce qui a heureusement pas marché. Ils ont continué et la lutte contre les quotas est devenue une lutte pour la démocratie, c'est-à-dire faire tomber le régime. Et ils ont réussi, ils ont entraîné derrière eux d'abord leurs parents, puis leurs professeurs, puis en fait, y compris les ouvriers du textile. Le patronat, devant les couvre-feux, la désorganisation de l'économie, a été obligé de fermer les usines, y compris pour empêcher que des grèves puissent se développer. Et aujourd'hui, le régime est tombé, un nouveau gouvernement est en place. Un nouveau gouvernement dont on le sait ne changera rien. La question, c'est de savoir si les travailleurs sur place vont se laisser avoir d'une certaine manière dans les impasses démocrates, socialistes parfois, tels qu'on a pu les connaître ces dernières années. Mais là, la situation, elle n'est toujours pas fermée, puisque la volonté de déboulonner le régime, c'est pas arrêté à juste on veut retirer la tête du régime, mais tous les maillons, c'est-à-dire les fonctionnaires, les policiers. Là, aujourd'hui, les policiers ne vont plus dans les rues au Bangladesh, ils ont peur de la population, c'est les étudiants qui gèrent le trafic routier, mais qui gèrent aussi la lutte contre l'inflation, en organisant des comités pour l'empêcher, qui gèrent aussi le nettoyage, l'inspection des hôpitaux. Donc vous voyez, c'est très profond. Les travailleurs qui n'étaient pas sur le devant de la scène, mais qui avaient participé aux mobilisations, commencent à se battre aujourd'hui pour des augmentations de salaire, en fait pour le paiement de leur salaire, parce que l'industrie textile qui a été un peu mise sur pause, y compris des impérialistes qui veulent relocaliser des productions ailleurs, veulent pas leur payer leur salaire. Peut-être qu'on va vers ce truc-là, peut-être pas. En tout cas, c'est la seule solution, évidemment, pour le sous-continent indien, mais évidemment pour tous les travailleurs. On passe au... Il nous reste combien 45 minutes. Je peux dire un mot là-dessus ? Oui. On ouvre. Ok, alors vas-y, parce que on ouvre le débat avec tout le monde ici. Très vite, parce que voilà, moi je crois que c'est très intéressant de décrire ce qui se passe dans un endroit, et c'est aussi de voir la globalité de ce qui se passe depuis 2011 à peu près, avec la révolution les révolutions arabes, et qui pointe ce que certains d'entre nous ont appelé une mondialisation de la révolte,
qui répond justement non seulement à la mondialisation capitaliste, mais à l'aggravation des conditions de travail générales de l'ensemble de la population mondiale. C'est inédit. Il n'y a jamais eu autant de révoltes à l'échelle de la planète, un peu partout, pour les mêmes raisons. Alors bien sûr, chaque mouvement particulier a son propre déclencheur, ses propres circonstances, mais toutes se bataillent pour le bouffe, quoi, c'est-à-dire pour les questions sociales et pour les questions démocratiques contre le pouvoir. Et d'une certaine manière, ça nous ramène à un truc... vous savez, la dernière phrase du manifeste du Parti communiste, le capitalisme produit ses propres fossoyeurs, il les produit à l'échelle industrielle et mondiale actuellement. Alors bien sûr, ça pose la question non pas du rôle que peuvent jouer ces révoltes, mais de quel rôle ça nous implique à nous pour apporter ce qu'a fait Lénine d'ailleurs avec l'impérialisme et la définition de sa propre politique par rapport à une situation nouvelle, comment nous on s'attelle à définir une politique qui soit capable de répondre d'un point de vue révolutionnaire à cette révolte qui éclate dans le monde entier contre un capitalisme mondialisé.